Mardi, Zigzag Café dénonçait l'esclavage. Celui de ce pauvre Alexandre, barman au centre de l'image, obligé de faire la vaisselle pendant que les autres parlent, faisant tournoyer les verres de manière concentrée, selon l'exemple montré par Jean-Philippe lui-même, en faisant bouger le poignet, comme ça. Jean-Philippe qui lui fit également une leçon de tenue de plateau, parfaitement accomplie par notre barman, à qui on apprit également à tenir 2 verres dans chaque main et à déboucher les bouteilles dans le bon sens. Le tout sous la menace de Christine, faussement surnommée la douce. Plutôt douce pour la saison. Oui, Christine en mère fouettarde a donné un immense coup de fouet. Qui reviendra aujourd'hui tirer les oreilles du Zigzag Café et faire fuir en courant les enfants passage. Voilà, on se retrouve pour ce 3e jour de la semaine de Francis Ola-Kingal. Je rappelle que Francis Ola-Kingal est le curé d'Isérable. On verra tout à l'heure qu'il n'est pas venu seul aujourd'hui, ça nous fait particulièrement plaisir. On saura ce qu'il a fait du fameux jour de repos de Zigzag Café qui est le mercredi. On saura tout. Préparez-vous à des questions fort indiscrètes. Alex est avec nous également. Alex, tout à l'heure, vous nous emmenez en Inde, dans le pays, dans la région d'où vient Francis Ola-Kingal. J'ai eu la chance d'accompagner Francis jusque chez lui à Cochin et ce sera son Inde, son Cochin que nous verrons. Voilà, Elisa, tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, on va se voir pour peut-être le prix des coulisses 96. C'est bien. Sylvia Chevard, elle s'occupe de la soupe populaire toute l'année à Lausanne. Donc, c'est dire qu'elle est sur pied de guerre également pour les fêtes. Elle nous rappellera que justement, la solitude et l'exclusion, ça n'est pas la particularité uniquement de Noël, mais qu'il faut s'engager tout au cours des 12 mois. La Castou triomphe. Elle va triompher dans Bigoudi. Elle triomphe avec un CD qu'elle nous propose tout à l'heure, de très belles chansons qui sont de saison et dont on découvrira 2 d'entre elles. David. Bonjour Jean-Philippe. Heureux de vous accueillir et puis dire que ce public est formé en partie notamment de gens d'Isérable qui sont venus nous voir et qu'on est tout à fait heureux d'accueillir. On va dialoguer tout à l'heure un tout petit peu avec eux, mais je rappelle qu'à 12h45, ce sera le TJ Midi et qu'au cours du TJ Midi, vous apprendrez une nouvelle qui nous a tous touchés. C'est la mort de Marcello Mastroianni. David, vous qui êtes le spécialiste du cinéma, on vient d'apprendre il y a 2 ou 3 minutes la mort de Marcello Mastroianni. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Il avait 72 ans, malheureusement décédé d'un cancer du pancréas. On en dira bien plus, notamment dans le cas du TJ Midi et dans Fax Culture ce soir. On rappellera seulement le titre de son dernier film, évocateur de toute sa carrière, qu'on ne peut pas résumer, puisque ce dernier film s'appelait « 3 vies et une mort » de Raoul Ruiz. Et ça représente bien la carrière de ce très grand monsieur. Merci David. Alors Francis, racontez-nous, vous êtes remonté à Isérable hier, parce qu'on vous y attendait. Oui, toute la journée j'ai fait des confessions. Avec des écoliers aussi, avec les paroissiens adultes. Si vous voulez, si jamais Alex, si vous voulez confesser aussi, hein, donc je suis là. En direct, c'est une séquence intéressante, peut-être un peu long, voyez-vous. Mais parce que quand j'étais en Inde, c'est moi qui ai fait les confessions avec Alex. Si oui, tout à fait. Disons que j'en ai un peu plus gros sur le cœur. Mais... Vous nous rappelez la durée du voyage entre Genève et New Delhi? C'est à peu près 14 heures, c'est ça? À peu près, voilà. Et vous avez confessé pendant tout ce temps-là? C'était à Bombay. Alex? Ça n'était pas... Oui, on est passé par Bombay, puis ensuite il fallait encore descendre jusqu'à Cochin. Une longue route. Une très longue confession. Voilà. Elisa, vous êtes juste à côté d'une personne qui vient d'Isérable, qui accompagnait le curé aujourd'hui. Dites-nous, madame, comment vous l'appréciez, vous, ce curé? On l'aime beaucoup. C'est vrai. Il est très sympathique. Quand on vous a dit ça va être un curé indien qui va venir à Isérable, vous avez réagi comment, vous? Eh bien, on a pensé qu'on avait un curé pas comme les autres. Ça s'est confirmé après, hein? Mais oui, on l'a vu écrit dans les journaux. Ah oui. Oui. Et vous l'aimez bien? On l'aime bien, oui. En quoi vous le trouvez différent des autres curés? Ou peut-être parce que il vient d'un pays lointain. Oui. Mais autrement, il n'y a pas trop de différence avec un autre curé. Il fait bien son travail? Mais oui, très bien. Merci, madame. On est très content de lui. Vous êtes content de lui? On est très content de lui. J'ai l'impression que si vous n'en étiez pas contente, vous le diriez. On va demander au monsieur qui est juste à côté de vous aussi, peut-être ce qu'il en pense du curé. Oui, j'ai la même idée, on l'aime très bien aussi. Oui.
Vous aussi, vous avez été surpris quand on vous a dit vous allez avoir un curé indien? Non, même pas. Même pas? Non. Ce qu'il y a, qu'il est plus petit que les autres, mais il fait le même travail. Voilà. Il n'est pas beaucoup plus bronzé que Valaisan. Eh ben, vous voyez. Merci en tout cas d'avoir fait le voyage. Tous les habitants, enfin les habitants, pas tous, mais une partie des personnes d'Isérable qui sont sur ce plateau, ça nous fait extrêmement plaisir. Ça doit vous toucher aussi, C'est Francis. presque 1% de la population. Oui, quand même. Bon, écoutez, je vous propose que nous passions tout de suite au jeu. Oui, Jean-Philippe, décidément, on en fait des kilomètres cette semaine. Et puisque nous avons, vous le savez, maintenant notre dernière destination de l'histoire du Zigzag Zoom, disons-le de manière solennelle. Cette semaine, exceptionnellement, nous vous avons demandé de nous écrire pour trouver la destination et la photo qui correspondait à cette destination. Et je crois, Alex, qu'on a reçu un certain nombre de cartes postales. Mais parmi ces cartes postales, est-ce qu'il y avait beaucoup de bonnes réponses? Oui, passablement de bonnes réponses, d'autant que la question était difficile. Les indices étaient peu nombreux. On a eu 48 bonnes réponses qui sont là quelque part dans un bocal qu'on va nous apporter. Alors amenez-nous les poissons rouges qu'on s'amuse avec. Et le bocal. Oui. Alexandre et le bocal. Alexandre et le bocal. Merci Alexandre. Vous êtes parfait, décidément. Voilà. Qui va être l'agité du bocal qui va choisir? Alors on va commencer donc par dire que vos cartes postales figurent là-dedans si vous aviez donné la même réponse. On la donne après la bonne réponse ou on la donne maintenant déjà? Il faut un peu plus d'énergie pour les mélanger quand même. Allez la Castou qui a certainement l'habitude plus que moi. Allez la Castou, secoue-moi tout ça. Voilà. C'est pas facile, hein. Bon alors, la bonne réponse on la donne après ou avant ou pendant? On peut la donner tout de suite en fait. Rappelez-vous, c'était ce dessin, ça se passait dans un petit chalet. Il y avait des jeunes personnes qui étaient en train de comptabiliser un grand coffre avec des cartes un peu comme celle-ci dedans. Tout à fait. C'était où ça? Eh bien, c'était à Rovaniemi. Et j'avais donné un indice, j'avais dit c'est le jour et la nuit. En effet, Rovaniemi est une ville qui se trouve au nord de la Finlande, exactement sur le cercle polaire. Ce qui veut dire que c'est l'un des points du monde où le 21 ou le 22 juin, il fait jour pendant 24 heures, et le 21 ou le 22 décembre, il fait nuit pendant 24 heures. Et c'est aussi là, dit-on, ou très exactement de là que vient, sur la montagne qui est à côté, qui s'appelle Korvatunturi, le Père Noël. Et c'est une région que vous adorez puisque vous êtes un octambule, que vous n'aimez que la nuit et les choses qu'on y fait. C'est pour ça que vous l'avez choisi sans doute cette semaine. Une main innocente, la Castou, est-ce que vous vous sentez main innocente? Ouais, peut-être l'autre main alors. L'autre main alors. Vous mélangez bien. Nous tirons au sort, le moment est solennel, nous tirons au sort la carte postale gagnante de la semaine parmi les 48 bonnes réponses. Que nous appellerons demain, je tiens à le préciser tout de suite. Alex, je vous laisse lire vous-même. Voilà. En plus, il y a un numéro de téléphone, c'est fantastique. Donc, il s'agit de Rolf Marot à Atalan. Et le numéro de téléphone, nous l'appellerons demain. Va pas le donner, donc, nous demandons simplement à Rolf d'être demain au téléphone, car suivant les réponses qu'il nous donnera encore, il lui sera possible de partir seul ou à deux jusqu'à Rovaniemi et d'y passer un séjour qui ira de 3 jours à 1 semaine, selon ses réponses. Donc, on l'applaudit bien fort. Voilà. Et on vous remercie. On vous remercie vous tous qui avez joué, bien sûr, qui sont encore là-dedans, dans le bocal. On vous sortira un jour. Dites-moi, la Castou, comment est-ce qu'on dit? On dit Atalan ou Atalance? Moi, je dis Atalance. Vous diriez Atalance oui, aussi? Oui. C'est ce côté un peu francophone d'Alex? Oui. Avec 0,21, j'aurais tendance à dire Atalan, moi. On va régler ce problème gravement. On va avoir des dizaines de téléphones. Ceux qui sont pour Atalan et ceux qui sont pour Atalance. C'est une façon de faire démarrer l'émission avec maintenant la rubrique d'Elisa. Voici le résultat du Grand Prix des coulisses 1996. Je sais que vous êtes tous impatients de connaître le nom de ce premier grand concours des coulisses. Alors, sont retenus tout d'abord prix numéro 1 pour la catégorie farce et attrape. Bonjour les petits enfants. Excusez-moi, vous êtes Antoine Decaune? Je suis très déçue. Vous êtes plus beau à la télé. Mais je reviens. J'en ai parlé avec Sheila il n'y a pas longtemps, qui m'a fortement déconseillé d'avoir recours à la chirurgie esthétique, parce que paraît-il que ça se voit. Enfin, en tous les cas, sur elle. Dans la catégorie, le prix du meilleur sosie. Excusez-moi, Alain Delon, bonsoir. Vous êtes venu présenter votre dernier film ce soir? Oui, je pense que vous êtes trompé. Vous êtes bien Alain Delon? Pas du tout. Bon, écoutez, ça nous arrangerait. Il n'est pas venu ce soir, alors on va faire comme si c'était vous. Vous avez tourné un western avec Kevin Costner, Alain Delon. Oui. Vous pouvez nous donner le nom de la comédienne qui va tourner avec vous également? Elle n'est pas encore choisie. Le prix du sportif courageux. Bien sûr, oui, je suis tombé de balançoire, j'ai fait le cochon pendu, j'ai tout fait.
Attention les enfants, le prix du boulon rouge. Synonyme de plaisir. À jouir. Girafe, j'ai pas fait avec la girafe, j'ai pas essayé. Moi, je préfère l'œuf. Je trouve que l'œuf, c'est un produit magique. C'est d'abord beau, c'est une surprise. Vous l'ouvrez, même si vous savez que c'est blanc et jaune. C'est jamais le même jaune. Le blanc n'a jamais la même tenue. Et puis, vous pouvez le faire de toutes les façons. On s'ennuie jamais avec un œuf. Et le prix féminin, bien sûr, revient cette année à... Quand elles ne sont pas vos maîtresses, les femmes, alors on peut avoir une confiance totale, elles deviennent vos amies et elles sont dévouées d'une manière. Si on commence à avoir des histoires, ce qu'il ne faut jamais avoir dans la profession, jamais, pendant qu'on fait un film, pendant qu'on tourne, pendant qu'on joue, il vaut mieux éviter. Le prix du petit objet fétiche. Qu'est-ce que vous emmenez toujours avec vous? Des préservatifs dans une plaisanterie. Non, c'est très utile, c'est pas une plaisanterie. Non, bien sûr, non, mais il fallait que je dise quelque chose de drôle, mais maintenant je veux dire ce que j'emmène vraiment avec moi. Est-ce que c'est pour soigner l'âme ou pour soigner le mal? Les préservatifs, alors je vais vous expliquer. Non, pour ce qui est d'emmener quelque chose d'important avec moi, ça me rappelle une question qu'on avait posée à Mae West en lui disant si vous partiez sur une île déserte, qu'est-ce que vous emporteriez comme lecture? Elle a répondu un marin tatoué. Le prix du futur papa. Mais faire un bébé, ça m'intéresse plus que tout en ce moment. Le prix chaussettes. Albert Levert. T'es venu à l'anniversaire d'Albert? Oui. Qu'est-ce que tu aimerais lui souhaiter à Albert? Pour une fois, je sais pas. Le prix de la meilleure chanson. Marina, 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 tu sei la più bella che c'è. Depuis combien de temps dans le groupe Police? Ah, depuis 4 ans. Je vous aime. Le prix sincérité. Mais dis-moi, c'est pas pour Zigzag Café, ça? Je sais pas ce que c'est. Mais si, attendez, non, on la refait. Zigzag Café, c'est la plus belle émission de la TSR. Donc on la refait. Vous êtes prêts, là? Oui. Puis vous mettez un petit peu d'enthousiasme, d'accord? Le Z, c'est pourquoi? Zigzag Café. Vous la regardez tous les jours? Tous les jours, j'adore. Et qui c'est qui présente? C'est vous. Oui, puis il y a aussi David Rhys et Jean-Philippe Rapp. Et aussi David et Jean-Philippe. Ils sont moins bons, hein. Oh, vachement moins bon, ça devrait être vous. Merci. Alors à l'année prochaine pour d'autres coulisses, pas du tout à la même heure et pas du tout au même endroit. Bonne année. Voilà, Madame Villamo et moi étions en train de dire, parce que Madame s'appelle Madame Villamo, et oui, cher directeur, elle était en train de me dire, c'est fou ce qu'on arrive à dire aux gens de la télé quand même. Bravo, bravo. Pardon? Villamo à l'origine des Arabes. Villamo est d'origine d'Isérable, comme on vient de l'apprendre, comme Madame et comme d'autres gens, bien sûr. Moi, j'ai retenu quelque chose pour vous, la Castou, le marin tatoué qu'on emmène dans l'île déserte. Ça m'a pas vous faire réagir, ça. Oui, ça m'a beaucoup plu, d'ailleurs. Vous aimez aussi ce genre de lecture? C'est un bon conseil. Si je pars sur une île prochainement, je vais faire comme cette dame. Voilà. Merci. Bien, écoutez, on se retrouve d'abord dans quelques minutes pour le journal télévisé qui vous sera présenté par Anne Bruchweller. Et puis, vers 13h, nous reprendrons notre chemin entre l'Inde et Isérable. Mais la cuite, ça peut aussi évoquer la colère qui monte, qui fait de la mousse comme la bière, qui est en colère. Alors je vous propose qu'on regarde tout de suite une sélection de quelques-uns de ces dessins qui sont parus pour marquer justement la colère générale. Ouais. Alors cet album rassemble des dessins, des coupures de presse, des textes, dont le vôtre, Émile Garda. Ce qui frappe, c'est la nostalgie, mais aussi beaucoup l'amertume. Oui, c'est normal, on dit nostalgie. Pourquoi? Parce que il y a des travaux qui ont vraiment pris place dans une cité. Ça peut être un village, ça peut être un bourg. Et qui ont nourri des générations. Et les gens se sont reconnus dans ces travaux qu'on faisait à leur porte, ou dans l'usine où travaillait leur père, ou leur oncle, ou leur cousine, ou leur bonne amie.
Et brusquement, on s'aperçoit que l'abstraction, cette espèce d'énorme machine qui s'est mise en branle, se met à broyer tout ça. Alors, bien sûr, moi je m'exprime en parfait ignorant. Hein, mais on se dit que quels sont les vrais ignorants? Sont-ce les 12, 13 ou 15 familles qui, prétextant protéger les petits actionnaires, protègent surtout les énormes actionnaires qu'ils sont eux-mêmes, et qui oublient que la vie se fait dans chaque quartier, dans chaque endroit, dans chaque région, qui s'identifient souvent au travail qu'on y fait. Alors moi je comprends, alors je partage parfaitement la colère, la crainte de ces gens qui voient au fond partir en poussière, non, en mousse, hein, tout ce qui a été investi par une région, par un pays, par de braves gens comme vous et moi. Et je crois, le comble, je crois qu'alors quand les grands prophètes de la technique, de l'économie, puisque l'économie, c'est presque prouvé, le pouvoir économique prend le pas sur le pouvoir politique bientôt, sur le pouvoir du peuple un peu plus encore. Mais je crois que ces gens se trompent complètement, parce que le jour où vous installez quelque chose, où vous inventez quelque chose, ou faites quelque chose avec les gens du pays, avec leur enthousiasme, si ce jour-là est condamné, vous verrez que les bonnes affaires se feront moins bien. Moi, je suis absolument persuadé de cela. C'était le coup de gueule d'Émile Garda, un texte en addendum de celui qui paraît dans Torgnole Général, un album sorti aux éditions de La Canette et qui sort aujourd'hui à Fribourg. Merci, Émile Garda. Triste nouvelle pour les amateurs de cinéma. Marcello Mastroianni est mort ce matin à son domicile parisien. Il était âgé de 72 ans et souffrait depuis plusieurs mois d'un cancer du pancréas. Évocation d'une carrière qui nous a tous fait rêver, surtout nous les femmes. Anne Marsol. Il le savait, quand le public applaudit, c'est que tout va bien. Jouer est la seule raison d'être de mon métier, mais on ne me croit pas quand je dis que je me fous du reste. Ainsi parlait Marcello Mastroianni au dernier festival de Cannes. Il jouait depuis toujours. Il a commencé à l'âge de 11 ans à l'église. C'est le curé qui écrivait les pièces. La première fois qu'il est monté sur une vraie scène, c'était dans la troupe de Luchino Visconti, pour un tramway nommé Désir. Et c'est Visconti qui l'a poussé dans les bras du cinéma, dans les bras de Fellini, dans les bras d'Anita Ekberg, pour une Dolce Vita qui vient de s'arrêter. La météo s'annonce plutôt sombre avec un temps nuageux et des précipitations qui iront en se généralisant la nuit prochaine. Demain, quelques éclaircies seront possibles en plaine, particulièrement à l'est, après des pluies éparses, surtout dans la matinée. La limite des chutes de neige s'abaisse à 1400 mètres. Les températures seront particulièrement douces dans les vallées soumises au föhn, jusqu'à 13 degrés. Jean-Philippe, vous êtes sensible au föhn ? Non, je suis pas sensible au fun, mais je suis très sensible à Émile. Je suis content qu'il soit là. C'est la deuxième fois qu'il vient sur ce plan. J'ai l'impression qu'il s'habitue d'ailleurs. Hein. Et puis vous avez fait un très beau coup de gueule là. J'ai bien aimé ça. Oh, c'était trop court et beaucoup de choses à dire. Vous reviendrez nous voir. Oui. Je me disais qu'il ferait très bien une chronique chez nous. Alors, en tout cas, vous pourriez nous parler de Zigzag Café, oui, avec s'il plaisir. vous plaît. Bon, on pourrait continuer la conversation, tous les deux, ce serait amusant. Vous savez qu'il y a un truc fou que je vous dise. Mariage d'un copain, un soir, dans un bistrot, il y a un monsieur qui passait, puis je dis, mais j'ai vu ce mec, j'ai vu ce type, je l'ai vu, et puis j'ai pas osé m'approcher de lui, et puis après on me dit, ah, vous êtes sur le même corridor, le même palier que monsieur Fellini, parce qu'il vient au mariage de la merveilleuse comédienne qui a épousé un Fribourgeois. Voilà, merci à vous. Pensez à Mastroianni, mon Bien Dieu. sûr. Alors, simplement, ce que je peux vous dire, c'est que tout à l'heure, on retourne entre Isérables et les Indes. Merci Jean-Philippe, on se réjouit. C'est la fin de cette édition. Je remercie mes deux invités d'avoir accepté de nous rejoindre. Merci à vous deux. Merci à vous tous de votre attention. Je vous retrouverai demain, si tel est votre désir, à 12h45. Au revoir. Pardonnez-moi. Oh là là, oh là là, voilà. Oh là là. Attention. Ah, super ça. Elle est belle, hein. Quelle heure il est? Oh là là. Ouais. L'éléphant, ils ont fait exprès de mettre la...
Deuxième partie de ce Zigzag Café qui, vous le verrez, va vous réserver des surprises, de beaux voyages et tout ça sous l'œil de Madame Raymond Vouillamo. Madame Raymond Vouillamo, vous voyez comme je dis. Madame Vouillamo. Qui s'appelle peut-être Raymond. Qui s'appelle peut-être Raymond. Quel est votre prénom? Valérie. C'est Valérie Vouillamo. Voilà, qui est venue avec le curé d'Isérable. Francis Olakingal, merci d'être avec nous encore cette semaine. Merci. On va faire tout un voyage ensemble. La Castou, qui nous réserve quelques belles surprises tout à l'heure, à la fois dans la tendresse et le rire. Ça ne nous étonne pas vraiment. On est content de l'avoir sur ce plateau. Et écoutez, regardez, il y a une cassette qui va sortir. Cette cassette, c'est l'inoubliable Fernand Reynaud. Ce sont des enregistrements publics à laquelle la TSR a participé, et c'est pour ça qu'on vous en parle d'ailleurs. Et puis on a choisi un extrait tout exprès pour Francis Olakingal. Je suis pas un imbécile, moi. Je suis douanier. J'aime pas les étrangers. Parce qu'ils viennent manger le pain des Français. Ouais. C'est curieux comme profession. Je suis douanier, puis j'aime pas les étrangers. Quand je vois un étranger qui arrive, puis qui mange du pain, je dis ça c'est mon pain. Puisque je suis français, et puis il mange du pain français, donc c'est mon pain à moi. J'aime pas les étrangers. Parce que moi je suis français. Et je suis fier d'être français. Mon nom à moi, c'est Kula Kirstensky. Du côté de ma mère. Et Piazzano, Venditti, du côté d'un copain à mon père. C'est pour vous dire si je suis français. J'aime pas les étrangers, ils viennent manger le pain des Français. Voilà, c'était un petit cadeau et petit clin d'œil à Francis. Ça vous rappelle quelque chose, ça, bien quand sûr, même? j'aime beaucoup ce sketch, j'ai déjà écouté cela. C'est vrai, c'est une grande vérité ce qu'il raconte. C'est-à-dire, souvent, les immigrés qui sont naturalisés, qui sont devenus des citoyens d'un pays, ils sont beaucoup plus racistes que les citoyens qui sont nés dans le pays. Et ça, j'ai remarqué déjà. Alors, vous m'avez dit aussi, c'était dans les idées que vous aviez. Hier, on a évoqué vos engagements à la fois d'hommes de foi et puis vos engagements tout court pour un certain nombre de causes. Et puis, vous vous êtes dit au courant de cette semaine, tiens, me voilà une idée, j'ai une idée que j'aimerais peut-être transmettre aux téléspectateurs. Alors, c'est le bon moment. Tout à fait, merci. Donc, j'ai discuté hier avec quelques amis de cette émission, tout ça. Alors, ils m'ont parlé que pourquoi ne pas lancer cette idée. On m'a demandé, parce que le Valais, c'est un endroit, c'est pas facile toujours, les questions de droits de l'homme. Hein. Il n'y a pas autant de mouvements que dans d'autres cantons romans. C'est le seul canton qui a voté pour le racisme il y a 2 ans, donc canton suisse romand, je veux dire. Alors ils m'ont demandé, est-ce qu'on peut lancer une idée comme ça, que rassembler toutes les personnes qui sont sensibles aux questions de droits de l'homme en Valais, qu'ils manifestent. Comme ça, il y a une fois qu'il faut faire quelque chose, qu'on peut contacter, avoir une adresse. Aussi, c'est pour savoir qu'ils ne sont pas seuls, parce qu'il y a des gens qui sont sensibles aux questions de droits de l'homme, questions d'antiracisme, ça peut être question de persécution au travail, ça peut être d'autres questions, c'est pas seulement de questions d'étrangers, ça peut être même pour les gens d'ici, hein, droits de l'homme, c'est très vaste, même ça peut être les droits de l'enfant. Alors qu'ils manifestent, ils écrivent, comme ça on peut contacter ces personnes. Et Alex, vous savez qui en sera le médiateur de ce mouvement? Je vous donne... Non, vous ne savez pas. Non. Francis Olakingal, bien sûr. Comme médiateur. Comme médiateur, l'homme qui va rassembler tout le monde, l'homme qui... C'est ça? Voilà, j'aimerais bien. Donc, au premier... Je le voyais en fer de lance, mais en médiateur, je n'étais pas sûr. En premier temps, j'aimerais bien que s'il y a des personnes comme ça, qu'ils écrivent à la cure d'Isérable ou bien ils me téléphonent et puis moi je ferai l'intermédiaire. Voilà, Jean d'Isérable, vous allez encore passer des jours tranquilles avec un curé aussi remuant. Merci Francis, c'est très bien. Alors on vous rappelle, si vous voulez participer au mouvement dont nous parlait à l'instant Francis. Je l'appellerai ce mouvement SOS Droits de l'Homme. Alors voilà, mouvement SOS Droits de l'Homme qui vient de naître sous vos yeux, pratiquement, et dont le fer de lance d'ailleurs sera Francis Olakingal. Alex,
Oui, mais je vous propose une proposition de voyage. Oh, de voyage. Je vous propose surtout d'accompagner Francis chez lui, chez une partie de chez lui, dans cette Inde qu'il a vu naître, au Kerala. Dans sa famille, il s'y rend à peu près tous les 2 ans. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner. C'était au début de l'été. La famille Olakingal habite la banlieue de Cochin. Et tout de suite, voici Lissi, la sœur de Francis. On l'a dit hier ou avant-hier, la base de l'économie, c'est les cocotiers. Et puis, il y a aussi les vaches sacrées. Mais attention, Francis, attention. Oui, méfiez-vous quand même, on n'est pas en Valais. Un provocateur, hein. Cela dit, à Cochin, comme dans toute l'Inde, dans le tumulte d'une circulation tout à fait anarchique, le seul vrai moyen de transport, c'est le motorickshaw. Une espèce d'enfant bâtard de la Vespa et de la camionnette. Et puisque nous sommes à Cochin, parlons-en. Séparé de la mer d'Oman par un îlot accessible grâce à un pont, Cochin a hérité de multiples influences. En matière de pêche, par exemple, ce sont les traditions chinoises qui sont restées les plus vivaces sur les côtes de la mer d'Oman. Mais, on peut le dire, Cochin a aussi un passé particulièrement occidental. On en a d'ailleurs parlé lundi. Il y a l'église Saint-François, qui a d'ailleurs donné le nom à Francis, église qui contient les reliques du navigateur portugais Vasco de Gama, mort en Langueras 1524. Et puis, un peu plus loin, dans la vieille ville de Fort Cochin, il y a la synagogue, rappelant que des Juifs ont vécu ici sans doute près de 1000 ans avant la naissance du Christ. Retour en famille. Le temps d'un repas qui traditionnellement comporte peu ou même pas du tout de viande. Même là-bas, en Inde, soit dit au passage, Francis s'est donné les moyens de se souvenir de son nouveau pays. Puis vient l'heure de la messe. Cochin compte plusieurs dizaines d'églises catholiques. Francis et les siens ont donc l'embarras du choix. Plus tard, quand sera tombée la nuit, à l'heure de la coupure quotidienne d'électricité, c'est à la lumière d'une simple lampe à gaz que la famille Olakingal se retrouve pour la prière, car au Kerala, on n'est pas simplement croyant, on est intensément pratiquant. Ému, Francis, quand on voit ces images. Hein. Bien sûr, c'est ma famille, le pays où je suis né. Il manque un peu la chaleur, les odeurs, les parfums. Oui, parfois, oui. Bon, on ne peut pas avoir tout dans la vie. Hein. Bien sûr. Il y a des moments où, quand vous êtes à Izerab, tout d'un coup, il y a une minute où vous manque le Kerala. Ça arrive parfois, oui, ça arrive. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Bon, on peut penser de ce pays. Donc, bon, moi, aujourd'hui, c'est vrai, avec le moyen de communication, dans une seconde, je peux même téléphoner en Inde. C'est pas difficile. Hein. On n'est plus comme il y a 10 ans en arrière. Même il y a 5 ans, 3 ans en arrière, je n'avais pas la possibilité. On n'avait pas le téléphone à la maison. Oui. Et vous êtes en prière quelquefois avec eux? Tout à fait, oui. J'écris aussi quelquefois. Oui. Je vous propose un deuxième personnage qui ne va pas vous surprendre dans cette émission. David, vous pourriez nous le présenter? Le personnage, évidemment, de Gandhi. Vous présentez le personnage peut-être au travers de quelqu'un qui a très bien su le représenter, justement. C'est Richard Attenborough, au travers d'un film que tout le monde ou que beaucoup de gens ont découvert en 1982. Je vous propose, avant d'aller plus avant, de voir un extrait de ce film. On rappellera l'engagement de Gandhi, son message de non-violence et son combat qui allait non seulement à l'égard des colonisateurs, en l'occurrence les Anglais, mais également des gens même de son peuple, des différents groupes religieux qui se battaient un petit peu le pouvoir, sentant effectivement que les Anglais allaient partir. Nous sommes dans les années 40. Voici justement la fin d'une grève de la faim menée par Gandhi dans ce film superbe de Attenborough. Bapu, les hommes ont déposé les armes dans tout le pays. C'est fini. La folie est finie. C'est ridicule. S'ils ne font ça que pour sauver la vie d'un vieillard. Non. Dans tous les temples, dans toutes les mosquées, ils ont tous juré de mourir plutôt que de lever la main les uns contre les autres.
Nana, mon ami, puis-je avoir du jus d'orange? Et ensuite, nous partagerons un morceau de pain tous les deux. C'était Ben Kingsley qui interprétait magnifiquement ce rôle de Gandhi. Le message est un message de non-violence. Gandhi voulait que le monde entier, aux yeux du monde entier, le peuple indien passe pour un peuple pacifiste. C'est un petit peu l'image qu'on a quand même. Est-ce que vous, en tant qu'Indien, vous le ressentez comme ça? Bon, vous voulez dire le message de Gandhi, hein, Vous-même, en tant qu'Indien, est-ce que on a l'impression vraiment que le peuple a cette trace en lui, que c'est un peuple pacifique? Est-ce qu'il en est ainsi? Je ne dirais pas parce que c'est le pays aujourd'hui qui refuse à signer le traité de non-prolifération. Moi, j'ai eu l'occasion d'écrire un article à ce sujet-là. C'est vrai, aujourd'hui, Gandhi est oublié, donc on le garde dans les images, mais on ne vit pas le message de Gandhi en Inde, les politiciens. Mais le Gandhi dont on parle, il figure quand même dans votre thèse de théologie, hein? Gandhi et le sermon sur la montagne, voilà, c'est ça? Donc bon, personnellement c'est un homme que j'admire beaucoup, c'est un homme qui a influencé beaucoup ma vie. C'est pourquoi j'ai choisi pour mon licence ce thème Gandhi et le sermon sur la montagne, parce que Gandhi est un homme qui a vécu le message de Christ sans devenir chrétien. Donc il a dit que moi je n'ai pas besoin d'être chrétien pour vivre le message de Christ. Et quelqu'un disait que un des plus grands chrétiens de ce monde, c'est un hindou, c'est Gandhi, disait. Ça, c'est une chose qui vous marque beaucoup, hein. Vous êtes très intéressé par l'écuménisme. Voilà. Vous nous avez dit, par exemple, en venant dans cette émission, moi j'aimerais bien que vous me retrouviez une séquence d'octobre 86, c'est la rencontre des représentants de presque toutes les religions du monde. C'était à Assise, en Italie. Oui. Regardez ces images qu'on va pouvoir commenter ensemble. Vous y étiez, vous aussi, à Assise? Non, j'ai écouté, donc... Et qu'est-ce que ça représentait pour vous? Pour moi, c'est un événement très, très important, prophétique. Moi, parce que là, j'admire la vision prophétique de Jean-Paul II. C'est lui qui a eu cette intelligence de rassembler toutes les personnes de toutes les religions, tous les représentants de toutes les religions à Assise pour prier ensemble pour la paix. Et aussi, samedi, le message de Hans Kung disait qu'il n'y aura pas la paix dans le monde sans avoir la paix entre les religions. Et racontez-nous l'histoire de l'éléphant. Moi, je trouve que c'est une belle histoire, l'histoire de l'éléphant. Voilà, j'aimerais bien... L'histoire indienne. J'aime beaucoup cette histoire indienne. Il était une fois aux Indes, il y avait un roi. Et un jour, il a voulu montrer à quelques aveugles comment est constitué un éléphant. Alors, il rassemble tous ces aveugles devant son palais, et puis un éléphant est là. Et puis, ces aveugles, ils ont commencé à toucher l'éléphant. Et puis, un qui touche le corps de l'éléphant, et puis qui dit que, un éléphant, c'est comme un mur, c'est très rugueux. Et un autre qui touche l'œil de l'éléphant et puis dit que un éléphant c'est tout petit, c'est comme un petit œil. Et un autre qui touche les jambes et puis dit que un éléphant c'est comme un pilier. Et un autre qui touche le queue et puis dit que c'est comme une chevelure. Et un autre qui touche les défenses et puis dit que c'est comme un glaive. Et puis, ils commencent à se bagarrer en disant que l'éléphant est comme ci et l'éléphant comme ça. Puis chacun prétendait d'avoir la vérité. Alors et puis le roi a commencé à rigoler parce que ces aveugles, ils n'ont jamais vu un éléphant. Et puis, il prétend encore que c'est chacun d'avoir la vérité, même d'avoir le monopole de la vérité. De même, aujourd'hui, dans notre monde, toutes les religions, ils prétendent d'avoir la vérité, même d'avoir le monopole de la vérité, alors que nous ne voyons qu'un petit rayon de cette vérité. Donc, Gandhi disait, la vérité, c'est comme des millions de soleils, alors que nous ne recevons qu'un petit rayon de cette vérité. Merci Francis Lakigal. Et puis avec nous aujourd'hui, on va continuer à parler des occasions quand même de manifester une solidarité à Noël et puis en dehors de Noël. Avec nous, Sylvia Schwar. Sylvia Schwar, vous, c'est pas à Noël que vous attendez pour vous dire il s'agit d'organiser des soupes populaires à Lausanne, vous le faites toute l'année.
Oui, on le fait toute l'année depuis plus de 3 ans maintenant. On a commencé en hiver 93 et nous avons demandé l'autorisation d'être sur le terrain, dans la rue, avec les plus pauvres et les plus démunis de notre société. Combien servez-vous de repas par jour? Environ 200 à 250 tous les jours. Et d'où vient la nourriture? D'où viennent les boissons? Alors, la nourriture, une partie, c'est un maraîcher qui nous l'a fournie à un prix tout à fait symbolique. Et le reste, on fait des achats dans une grande surface qui nous fait un pourcentage. Alors, on voit quelques images que vous allez découvrir avec nous, hein, puisque une équipe avec Frédéric Chablot est venue vous filmer. Racontez-nous. Oui. Alors là, c'est dans les locaux de la protection civile à Prier, parce que c'est là que se passe la préparation de la soupe, avec quelques bénévoles qui sont là. Donc il y a une équipe de bénévoles qui travaille uniquement dans la cuisine et une équipe qui travaille dans la rue, sur le terrain. L'ambiance est toujours très chaleureuse. C'est des équipes qui se retrouvent souvent encore en dehors, qui vont se faire des petits repas ensemble. Je dois dire que la solidarité existe autant à la cuisine que dans la rue. Bien sûr. On voit que le repas est... Alors voilà, ça c'est la soupe. Et là, on arrive à Saint-Laurent, c'est le montage du stand tous les soirs. On a un stand qui est derrière l'église de Saint-Laurent. Voilà, vous allez avoir juste maintenant un témoignage d'une personne qui travaille avec vous. La soupe, la vraie soupe, c'est depuis les vacances d'octobre jusqu'à Pâques. Autrement, on a du café, du thé et tout ce qu'on va chercher dans les boulangeries. Voilà. Alors voilà, c'est une des boulangeries dans laquelle on va chercher ces invendus. Alors bon, on prend ce qu'on nous donne, mais c'est toujours très apprécié par les gens qui sont là. En plus de la soupe, ça fait, pour certaines personnes, c'est leur repas de la journée. Hein. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas toujours facile d'être là quand même, parce qu'il y a un certain nombre de commerçants qui trouvent votre présence pas franchement bienvenue. Hein. Oui, il y a un groupement de commerçants qui s'est fondé en association pour la sauvegarde de Saint-Laurent, parce qu'ils estiment que la soupe provoque des ennuis, les empêche de faire leur chiffre d'affaires. Je rencontre des gens que je ne rencontre jamais dans ma vie de tous les jours, et c'est très intéressant et c'est très touchant. Au niveau de l'émotion, c'est très touchant de rencontrer des gens qui ont peu, qui sont dans des difficultés. Et puis je trouve que je suis une nantie et je trouve bien de pouvoir aider un petit peu, un tout petit peu. Alors ce qu'on peut dire, continuons notre conversation à propos des commerçants, parce que ce soir, bon, à Lausanne par exemple, il y a des nocturnes. Est-ce que vous allez pouvoir organiser la soupe? Non, alors les soirs de nocturne, on n'a pas le droit d'être là. Parce que je pense que ça fait un peu tâche hein, dans la société de consommation où on achète, c'est la période où vraiment on dit qu'on pense aux exclus, mais en fait les exclus ne doivent pas être vus. Hein. Les gens ne doivent pas les voir, il vaut mieux les cacher. On a presque envie de vous dire que pour vous, il vaut mieux que ce ne soit pas Noël, quoi. Comme ça, on n'ouvre pas les magasins tard le soir. Quelquefois, oui, moi j'aimerais que la lumière de Noël soit là toute l'année, pas seulement avant le 24 décembre. Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que des gens peuvent participer à votre action? Qu'est-ce que l'on pourrait faire? Écoutez, nous, on a toujours besoin de fonds, hein, parce que l'argent, on ne le trouve pas si facilement, vu qu'on fonctionne en bénévole. Et puis, on est soutenu maintenant par la ville de Lausanne, quand même. Hein, on a une subvention. Alors, si on veut vous atteindre... il faut m'atteindre chez moi ou à la Fondation Mère Sophia. Ou alors, on passe par Zigzag Café ou on passe par notre numéro de téléphone. Tout à fait. Merci, madame. Merci à vous. C'est une belle histoire de Noël, je trouve quand même qu'à partir de Noël, les gens qui voudraient proposer une soupe populaire ne peuvent pas le faire parce que ça dérange les magasins qui vendent des cadeaux. Voilà. Alors, bon, on va changer de sujet avec la Castoute qui est avec nous. Ça nous fait très plaisir parce qu'on dit, savez-vous que l'on dit que dans ces prochaines semaines, il y a un film à la télévision, une série qui va triompher, qui s'appelle Bigoudi, dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Eh bien, Bigoudi, c'est le nouveau sitcom, si je puis dire. Ça, sitcom. Oui, j'aimerais beaucoup ce... Dites-moi pour Madame Vouillamo qui nous écoute, la sitcom, qu'est-ce que ça veut dire, David? C'est une série tranche de vie, une série où on s'introduit comme ça dans la vie d'une famille, si possible, Monsieur Tout-le-Monde au quotidien. Voilà, alors racontez-nous, juste 2 mots et puis on verra l'extrait. Eh bien, je crois que c'est l'histoire de trois générations de femmes, dont je suis la grand-maman. une jeune grand-maman, je vous en le dire. Là, on m'a arrangé un peu pour me donner quelques années de plus. Et bon, je ne vais pas tout dévoiler parce que j'aimerais que l'effet de surprise soit le 23, donc le lundi 23 à 18h45.
Et c'est une histoire où je me sens bien parce que d'abord, j'ai toujours crié sur les toits, je ne serai jamais grand-maman parce que je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. C'est un handicap. Vous voyez, tout arrive et j'espère que les téléspectateurs auront plaisir à suivre ces petites histoires de la vie. Alors, je vous propose un extrait de Bigoudi. Tiens, goûte cette confiture maison, c'est du délire. T'as pas moi le beurre. On a dit 50, maman. 50 et t'as droit à une tisane. Tortionnaire, ma fille est une tortionnaire. T'es dure, maman, regarde là. Mais non, je joue la comédie. Au fait, tu t'es baisé ce matin? Oui. Et alors, t'as perdu 600 grammes. Tu vois? À quoi ça te servirait de les reprendre avec tout ça, là? Allez, vas-y, maman. Vas-y, passe à Guillaume, ça te donnera des forces. C'est super dur, maman. Encore 50 petits mouvements et tu repères au moins, 50 grammes. Est-ce que tu as goûté le miel de Provence? Génial. Oh non, pas encore. Il est toujours aussi bon. Non. Pauvre mamie, elle en a gros sur la patate. Oui, pas de mauvais jeu de mots en plus, s'il vous plaît. Oui, alors vous aurez reconnu au passage chez Sybille Blanc et puis Maria Métral dans une réalisation de Stéphane Matteusi. C'est vraiment, je crois, une série dont on va beaucoup parler. Et alors, voilà, pour la Castou, moi, j'avais envie de vous proposer. À la fois, on l'a vu dans un rôle qui est drôle et qui va amuser les téléspectateurs. Puis la Castou, elle a une petite part d'elle-même qui est tout à fait différente, qui est ses tours de chant. Et je vous propose tout simplement que vous nous proposiez, que vous nous interprétiez une première chanson d'un CD dont on parlera tout à l'heure, l'hiver. Elle est accompagnée au piano, bien sûr, par Gérard Coumer. Ça va de soi. Les gens de mon pays sont pas faciles à rire, mais au coin de leur sourire, il y a un soleil couchant, oh oui. Les gens de mon pays sont pas faciles à vivre, mais tu lis dans leurs rides du bonheur. Et pourtant, il y a les hivers qui sont trop longs, il y a les printemps inexistants, il y a les hivers qui sont trop longs, puis il y a les froids, puis il y a les vents. Les gens de mon pays ont au creux de leur poing un caillou bien trop dur pour cogner, c'est plus sûr, oh oui. Les gens de mon pays ont au creux de leurs mains les lignes d'un futur qui ne va pas plus loin que ces hivers qui sont trop longs, que ces printemps inexistants, que ces hivers qui sont trop longs, et puis les froids et puis les vents. Les gens de mon pays ont des gueules un peu tristes, mais derrière ce masque, l'humour y tient sa place, ah oui. Les gens de mon pays savent retenir leurs mots, et je sais que ces mots deviennent poésie. Sur les hivers qui sont trop longs, sur les printemps inexistants, sur les hivers qui sont trop longs, et puis les froids et puis les vents. Les gens de mon pays, quand tu dois les quitter, en toi va s'installer l'ennui, tu vas les regretter, oh oui. Les gens de mon pays, quand tu vas les retrouver, eh ben tu vas retrouver la vie avec l'éternité. De ces hivers qui sont trop longs, de ces printemps inexistants, de ces hivers qui sont trop longs, et puis les froids et puis les vents. De ces hivers qui sont trop longs, et les printemps inexistants, de ces hivers qui sont trop longs, et puis les froids et puis les vents. Voilà, c'était Les gens de mon pays. Ça fait partie de ce CD qui s'intitule Castou sorcière, qui vient tout juste de sortir et qui est absolument magnifique. Nous, on l'a beaucoup aimé. Et puis, je crois que c'était une chanson qui était dédiée un peu particulièrement à tous les habitants d'Isérable qui avaient accepté de venir nous rejoindre. Parce que l'hiver, là où on connaît un peu quand même, c'est pas toujours très facile, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Même pour un curé indien, le froid, l'hiver, les gens de ce pays, un peu burinés et forts. Et l'hiver, on y reviendra tout à l'heure par une deuxième chanson. Ça sera l'occasion de retrouver Gérard Coumer et la Castou. Je vous propose maintenant d'en venir à nos contes de Noël. On est bientôt au bout de la série et je crois que c'est une série qui se porte bien. Et regardez quelle surprise! Mimi! Eh oui, namasté Francis. C'est la première fois que je porte
un sari comme celui-ci. Vous le portez bien. Hein? Merci. En tout cas, c'était pour vous faire plaisir parce que d'abord, il est rouge et je sais que le rouge est votre couleur favorite. Et puis, depuis quelques jours, grâce à votre sourire et à votre générosité, Zigzag Café fait un très beau voyage entre l'Inde et le Valais. Puisque vous avez également la bougeotte, comme Alex, moi je vous propose de venir avec moi faire une nouvelle escale aujourd'hui de ce voyage au pays des contes. Aujourd'hui, notre guide est Anne Brunschweiler. Anne Brunschweiler, qu'entre deux TJ midi, a le temps d'enfiler un chapeau, de monter dans un grenier et de raconter des histoires. Écoutez. Et puis tout à coup, aussi brusquement qu'elle était arrivée, la tempête s'est arrêtée. Le pêcheur a rouvert les yeux, enlevé le sable, et il a vu descendre du ciel, flottant dans le petit reste de vent, un carré de soie avec le portrait d'une jeune fille. « Ah bah dis donc, on dirait que le ciel a entendu mes prières, dit le pêcheur. Voilà que j'ai enfin une épouse. Mais enfin, c'en est une à qui j'aurais pas besoin de trop donner à manger, puisqu'elle est juste comme un portrait sur un carré de soie. » Et il rentre chez lui, il l'accroche dans sa maison, sur le mur du salon. À partir de ce jour, il se passe des choses étranges dans la maison du pêcheur. Voilà, bien du talent, hein. Voilà, et puis ce sont des histoires qui sont également destinées à de grands enfants, n'est-ce pas, Madame Villamo? Tout à fait. Alors, si vous voulez connaître la suite de cette cassette, et cette cassette, je vous rappelle qu'elle coûte 30 francs et que l'argent récolté grâce à cette opération, eh bien, ira pour l'enfance malheureuse de Suisse romande, car malheureusement, nous avons aussi des enfants malheureux chez nous. D'accord. Et puis, Elisa, restez avec Madame Vouillamo, parce que vous êtes venue combien de fois à Genève, vous, dans votre existence? C'est la 4e fois. C'est la 4e fois, et c'est sûrement la première fois que vous êtes venue à la télévision. Oh oui, alors ça, c'est la première fois. Est-ce que vous avez imaginé que ce serait comme ça? Pas du tout. Non? C'est quand même compliqué. Qu'est-ce qui vous a plu? Bien, c'est les boutons en haut, je sais pas, c'est tous ces... Quand vous êtes dans la régie, là, c'est très compliqué. Oui, hein. oui, c'est quand même quelque chose de très fantastique, on pourrait dire. Et puis, il fait très chaud, n'est-ce pas, Mme Villamo? Oh ben ça va, nous on est habitués, on aime le chaud, ça, on supporte le froid aussi, ça va bien. Bien, merci beaucoup. En tout cas, merci à tous les gens. Ben, peut-être, monsieur, vous avez aussi un petit commentaire à porter sur votre visite? Non, ça y est, on en parlera tout à l'heure en déjeunant ensemble. Est-ce que Elisa est aussi belle en vrai qu'à la télé? Il me reste qu'à vous remercier, c'est tout. Ah ben, c'est nous qui vous remercions d'être là avec nous et avec votre curé. Ça nous fait très très plaisir. Merci. Francis, vous allez préparer Noël pour là-haut. Comment est-ce que vous le préparez? Vous avez déjà imaginé? Il y aura une crèche vivante avec... Ah, c'est David qui fait l'enfant Jésus? Et vous ferez là? Je te sûr. C'est une perche grande comme ça. Vous avez Et puis voilà, Mariella. On fait une belle crèche, hein, nous tous. Voilà. Dites-moi, voilà, Madame Villamo, comment vous le trouvez à la télévision, votre curé? Oh, il est très bien, il est comme naturel aussi. Il va très bien. Voilà. Oui. Moi, je crois qu'il va très bien. Il va très bien, le curé. Ah oui, merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, ça va bien. Merci. Une crèche vous êtes cordialement invité pour Noël à Isérable pour fêter. Eh bien, ça nous fait très plaisir. Vous disiez que c'était le 10% de votre village qui était là aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a combien d'habitants, Isérable? Donc, il y a 1100 habitants. Bon, moi, j'ai enterré presque 2% de la population depuis que je suis là. Bah, dis donc, quelle activité, hein? Oui, l'année dernière, c'était une année exceptionnelle, là. Il y a eu beaucoup de décès à Isérable. Francis et Jean d'Isérable, on vous propose maintenant une deuxième chanson d'Acastou qui fait toujours partie de ce fameux CD dont on vous parlait tout à l'heure. Et cette fois, c'est l'hiver. Merci. Comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé, qu'est-ce que le spasme de vivre? À tout l'ennui que j'ai, tous les étangs gisent gelés. Mon âme est noire, où vis-je, où vais-je? Tous ces espoirs gisent gelés. Je suis la nouvelle
Norvège. Tous vos blonds ciels s'en sont allés. Pleurez oiseaux de février, au sinistre frisson des choses. Pleurez oiseaux de février, pleurez mes pleurs, pleurez mes roses, aux branches du genévrier. Ah, comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé. Qu'est-ce que le spasme de vivre? À la douleur que j'ai, Merci. Bravo, merci à toi. Merci à